Bonjour, je suis Gilbert Ghislain, professeur et interrogateur de culture générale en classe préparatoire. Je suis auteur de livres pour les prépas et nous allons aujourd'hui vous parler de la nature. C'est dans l'air du temps puisqu'il va y avoir bientôt à Paris une conférence sur le climat. Il y a des débats sur aussi les droits des animaux, les intérêts et les droits des animaux, des débats sur le paganisme et le christianisme dans le dernier livre de Michel Onfray qui s'appelle Cosmos, chez Flammarion, comme vous le savez. Et nous avons décidé aujourd'hui d'aborder ce thème de la nature sous trois aspects, c'est-à-dire l'aspect physique, ce sera peut-être un peu le plus long, l'aspect politique et l'aspect esthétique. Bien, nous allons commencer par l'aspect physique, peut-être après avoir rappelé ce que le concept de nature implique. Il implique plusieurs caractères, sachant que nous insistons sur l'idée de nature, peut-être d'ailleurs plus que sur la nature, donc sur la représentation de la nature. Qui dit nature renvoie à l'idée d'origine. Nature vient de nascor, je nais, du verbe naître, nasci à l'infinitif en latin, donc c'est l'origine. Origine jugée toujours mythiquement positive, avant ce que certains appelleraient, entre guillemets, la décadence, voire le bon sauvage de Diderot, dans le supplément de Bougainville, ou alors l'origine serait jugée négative parce qu'elle serait violente et barbare, et la civilisation et la culture viendraient mettre un terme à cette nature violente, ce qui serait peut-être discutable dans la mesure où ce terme pacifique lui-même, évidemment, masquerait quand même des rapports de pouvoir. Bien, donc l'origine, l'état de nature, vous le savez, qui d'ailleurs chez Rousseau, je le rappelle, c'est important en dissertation, il ne faut pas faire de confusion, n'est qu'une hypothèse méthodologique chez Rousseau qui lui permet de contester l'état social marqué selon lui par l'inégalité, l'hypocrisie, pour préparer après l'avènement de l'état civil, l'état du citoyen par le contrat social. Donc sens d'origine. Deuxièmement, c'est le caractère de la nature de quelqu'un, la nature de quelque chose, la bonne nature, le bon naturel, la nature humaine, si elle existe, ou pourquoi pas aussi, ça serait à discuter peut-être en sociologie, en politique, c'est la nature d'un peuple. On pourrait discuter aussi, c'est très contemporain, se poser la question, au fond, qu'est-ce qu'une nation? Droit du sol, droit du sang, enfin il y a des implications politiques là-dedans. Donc l'origine, le caractère, l'ordre également. La nature sera associée à l'ordre et l'harmonie, comme dans l'Antiquité. On aurait un ordre sous un désordre apparent, ou pourquoi pas, derrière un ordre naturel apparent, le désordre, et puis en fait l'aléa, le hasard, la contingence, ce qui philosophiquement signifie ce qui peut ne pas exister, ce qui existe passagèrement. Donc le caractère, l'ordre, et aussi, alors surtout, ça va nous mener à ces considérations sur la physique qui désigne, comme chacun sait, la nature en grec, la physis, la force génératrice de génération, ce qui est organique. On distingue communément, c'est très important dans le thème, l'organique et le mécanique. Et organique, ce qui s'organise de soi-même, comme l'arbre qui capte l'énergie sous lui et en fait autour de lui. L'arbre qui, comme tout ce qui est organique, est insécable, les organes sont liés au tout, le tout est dans les parties, et les parties, si vous voulez, fonctionnent pour le tout. Ce qui se distingue du mécanique, le mécanique c'est un artifice humain, c'est le produit d'un artifice humain, la mécanique, comme le moteur, la voiture, la montre, l'horloge, ça se monte et ça se démonte. On ne démonte pas mon corps en autant de parties pour le remonter, parce que mon corps est évidemment organique. C'est assez important, là on sort un peu du thème, mais ça pose le problème de la mesure du temps, puisque dans l'Antiquité et puis au Moyen-Âge, on avait des cadences solaires, on avait des horloges à eau, des clepsydres, et après on en est venu avec la Renaissance à l'ère de la mécanique et aux horloges astronomiques, qui étaient effectivement assez énormes à l'époque. Alors, avec cette affaire du mécanique et de l'organique, nous nous demandons si, au fond, la nature est une machine. La réponse pour l'Antiquité est clairement non, parce que la nature est une totalité organique, finalisée, liée à la génération, à la reproduction. Le bel exemple est le beau texte de Lucrèce dans De la nature des choses. La nature est une force bienfaisante. On va chez Rabelais, c'est la nature en bonne santé, elle nous ramène aussi à la santé après la maladie, comme le montre Molière, puisque dans l'acte 3, scène 1, Don Juan nous explique qu'au fond, les remèdes frénétiques du médecin n'y peuvent rien, il serait mieux de laisser la nature faire, et en fait de se remettre. Donc c'est une nature, si vous voulez, bienfaisante,
Peut-être à la différence d'autres images de la nature, on le voit par exemple au XXe siècle chez Louis-Ferdinand Céline, l'auteur du Voyage au bout de la nuit, où la nature est constamment en fait en dégradation, je dirais en fait en liquéfaction, partout là où le romancier, enfin le narrateur, Bardamu, jette son regard. Donc la nature ne serait pas une machine pour l'Antiquité. Elle possède, si vous voulez, une vertu de génération, elle possède ses caractères propres. On voit chez Aristote, les plantes ont la bouche vers le sol, alors que les hommes ont la tête vers le ciel. Le feu va vers le ciel, et la nature a horreur du vide, donc les objets tombent. Évidemment, toutes les lois de la mécanique moderne, je pense à Galilée, Newton, Kepler, Copernic, Descartes, vont contredire et invalider effectivement ce point de vue. Donc pour l'Antiquité, la nature est une totalité organique, l'union de tout un ensemble d'éléments, végétaux, animaux et humains. Le végétal est dans l'animal et l'humain, et réciproquement, je disais même dans Cosmos d'Onfray que le masculin soit dans le féminin, et le féminin dans le masculin, vu par l'Antiquité. Les esprits sont dans la nature. Les esprits sont dans la nature est vivante. On parlera ainsi, alors il faut employer certains mots, on parle du polythéisme, la pluralité des dieux, mais surtout l'animisme. L'animisme et le panthéisme. Il existe une âme de la nature dans les religions traditionnelles, dans les croyances traditionnelles et dans la sorcellerie. Dans la sorcellerie, il y a un sujet qui est quand même lié à ce thème de la nature, c'est le savant et le sorcier. Le savant met la nature à distance, alors que le sorcier entend capter, attirer ou repousser les forces bénéfiques ou les forces maléfiques de la nature dans un ensemble dont lui-même, si vous voulez, ferait partie. Alors, après l'Antiquité et puis cet univers des croyances traditionnelles, on a comme le grand tournant moderne, je dirais, et cartésien, exposé par un livre déjà assez ancien, mais encore utilisable dans le thème, c'est le livre de Robert Lenoble, Histoire de l'idée de nature, qui montre très clairement chez Descartes la séparation entre l'esprit, res cogitans, et la nature, c'est-à-dire res extensa, que l'on va mesurer, quantifier par la physique et par la mécanique. On va mathématiser la nature, nous allons connaître les lois scientifiques qui régissent le fonctionnement de la nature, et de cette façon nous en rendre maître, si vous voulez, en rendre maître et possesseur. Nous en connaître les lois, donc l'homme pourra agir sur la nature en connaissant les déterminismes naturels, sachant qu'on a là un modèle moderne et je dirais mécaniste, c'est-à-dire celui des animaux machines de Descartes, conception aujourd'hui jugée totalement évidemment archaïque et stupide. Vous savez qu'en 2015, les animaux qui étaient autrefois réputés nobles, sont maintenant, ont été reconnus par le Parlement français comme êtres vivants doués de sensibilité. Bien. Cette machine, ce modèle de la machine va s'étendre dans les siècles qui vont venir, après le XVIIe siècle, à toute la connaissance, puisque on aura chez Marx, par exemple, au XIXe siècle, dans le siècle de la vapeur et de la thermodynamique, toute une philosophie de l'histoire, elle-même animée par des forces sociales et politiques, analogues à des forces, si vous voulez, physiques. On aura également le matérialisme et le mécanisme qui vont pénétrer la biologie. On l'a au XVIIIe siècle avec Lamétrie, l'auteur de... c'est un matérialiste, c'est l'auteur de L'homme-machine. On aura aussi au XXe siècle, évidemment, nous sommes dedans, la politique technocratique, la gestion mécanique des affaires, elle-même venue de Saint-Simon, qui était un philosophe français du XIXe siècle, la technoscience, les manipulations du vivant et l'agriculture industrielle, l'exploitation industrielle des animaux, dénoncée en ce moment par exemple par le moine bouddhiste Mathieu Ricard ou par l'antispéciste Peter Singer, ou le romancier américain Foer, à propos du fait de savoir s'il faut manger les animaux. Voilà pour l'ordre organique de la nature, et en antithèse, maintenant, vous envisagez un peu le revers de cet aspect, c'est-à-dire la nature vivante. Au fond, dans la tradition, la nature possède une âme. On le voit dans l'art ou dans la poésie, puisque le poète irait à la rencontre de la nature selon sa propre sensibilité, et les exemples littéraires abondent dans celui de Rousseau, de Chateaubriand, de Nerval, du peintre allemand Caspar David Friedrich, Hugo qui croit à l'animisme, à l'âme de la nature. Bref, les romantiques cultivent, si vous voulez, une nature, l'idée d'une nature sauvage, mystérieuse et infinie. Le romantisme s'inscrit contre le rationalisme des Lumières et contre tout ce qui a pu faire de la nature un objet ou une marchandise. Au fond, dans la modernité poétique romantique, la nature nous parle
et cela va inspirer d'ailleurs nombre de poètes ou de romanciers contemporains. Je pense en particulier à Jean Giono. Jean Giono, c'est un écrivain du milieu du XXe siècle, de la Provence, qui avait, je dirais, idéalisé et mythifié ce qu'on appelait à l'époque les Basses Alpes, aujourd'hui les Alpes de Haute-Provence, notamment la montagne de Lure près de Sisteron, à la lumière d'ailleurs des mythologies antiques. Giono, c'est un écrivain qui est sensible à toutes les forces primordiales de la Terre, et qui en plus, alors au niveau politique, a été jugé très diversement, à la fois pacifiste, libertaire, réactionnaire, entre guillemets, opposé à, je dirais, l'État-machine, aussi opposé aux intellectuels des villes, favorable à l'artisanat et à la vie frugale. Il avait d'ailleurs monté une sorte d'auberge chantier de jeunesse dans les Alpes de Haute-Provence pour revenir à la Terre. Ce sera le thème du retour à la Terre, présent d'ailleurs chez d'autres adeptes de cette idée de la nature vivante, comme vous le savez, l'américain Thoreau en particulier, qui avait vécu quelques mois dans une cabane aux États-Unis au XIXe siècle, près de l'étang de Walden Pond. Kerouac, jeune romancier américain, marginal, auteur de La Route en 1957, et puis tout ce qui serait peut-être aussi, je dirais, les écrivains du désert. Il y aurait beaucoup de choses, Thomas Edward Lawrence par exemple, Lawrence d'Arabie, mais aussi de manière très différente, des romanciers inspirés, pourquoi pas, par le surréalisme. Je pense à Julien Gracq par exemple, dans son roman La Route, où il décrit un chemin forestier qui ne mène nulle part, et dans la route, dans la presqu'île, dans le château d'Argol, une pluie fracassante sur une forêt, également une rivière mystérieuse qui ne mène, on ne sait pas tellement où. Donc des romanciers du contact direct et sensible avec la nature. Et là, il y avait déjà George Sand avec La Mare au diable au XIXe siècle, avec le thème de l'eau, mais aussi plus proche de nous, Albert Camus, dans Le Premier Homme, dans Nosati Paza aussi, ça se passe en Afrique du Nord, en Algérie, et dans Le Premier Homme, il décrit, au sein même de la ville d'Alger, où il avait passé son enfance et sa jeunesse, toute la nature, à la fois exotique et luxuriante, qui pouvait, en quelque sorte, si vous voulez, embaumer et enivrer les sens. Voilà, donc une nature mécanique, mais, je dirais en contrepoint, une nature organique, une nature vivante, une nature sensible. Notre rapport à la nature n'est pas essentiellement technique, puisqu'il peut être un rapport de poésie, un rapport de méditation, un rapport de contemplation, ce qui, en conclusion de cette première partie, nous permettrait peut-être de reposer le problème de la technique. Au fond, nous croyons que la technique établit un rapport neutre, nécessaire, évident, de l'homme à la nature, parce que dans l'Occident moderne, les choses sont ainsi pensées, mais en fait, la technique n'est qu'un rapport particulier de domination à la nature. Là, il y aurait un très grande référence qui pourrait nous le montrer, que ce soit Heidegger, Marcuse et l'école de Francfort, Lévi-Strauss, Michel Henry, Michel Serres et le contrat naturel, tout le mouvement contemporain de l'écologie radicale, de l'antispécisme, enfin tout ce qui pourrait montrer aussi d'ailleurs qu'il n'y aurait qu'une différence de degré entre les hommes et les animaux, et non pas une différence de nature, puisque le sensible serait présent partout et à prendre en compte dans nos représentations et dans nos jugements.